déplore le délai généralement important qui sépare les premiers symptômes du diagnostic et du démarrage de la prise en charge de l'endométriose. Selon les études, ce retard est estimé entre 7 à 10 ans. Selon vous, quelles sont les raisons essentielles d'un tel retard dans le démarrage du parcours de soins des patientes atteintes d'endométriose? Donc, quand vous parlez de 7 à 10 ans, c'est tout à fait exact, hein, c'est la durée moyenne du diagnostic. Un des symptômes clés de l'endométriose, c'est donc la dysménorrhée, donc qui correspond aux douleurs de règles. Et donc lorsqu'une jeune fille présente à la puberté ou quelques années plus tard des douleurs de règles, on considère que c'est plus ou moins normal. Alors quand on parle de douleur, il faut évidemment essayer de quantifier la douleur, hein, parce qu'il y a des patientes qui ont des douleurs très très importantes et d'autres moins. Je pense que les patientes qui souffrent de douleurs très importantes, qui est invalidante, qui l'empêche de poursuivre ses activités habituelles, qui doit rentrer de l'école, ce sont des signes qui doivent nous faire forcément évoquer la possibilité d'endométriose. Alors pourquoi on ne prend pas ces patientes en considération? Je pense qu'il y a un petit peu l'habitude de se dire les règles c'est quelque chose de douloureux, et puis probablement l'enseignement de cette pathologie n'est pas suffisamment répandu dans nos facultés de médecine. Les méthodes et recommandations diagnostiques ont considérablement évolué ces dernières années. Et par exemple, la cœlioscopie qui était largement pratiquée en première intention autrefois est maintenant plus nécessaire pour affirmer le diagnostic et elle est réservée en seconde intention. Pouvez-vous nous rappeler la démarche diagnostique la plus appropriée et la moins invasive qui est aujourd'hui recommandée? Donc je vais reprendre depuis le début. Donc ça veut dire que quand une patiente se présente à la consultation de gynécologie pour douleur, donc nous allons bien sûr essayer de quantifier et de qualifier le type de douleur. Donc les patientes qui ont des dysménorrhées, dyspareunie profonde dont on a parlé, des douleurs lors de l'émission des selles, ce sont des patientes chez qui, jusqu'à preuve du contraire, probablement ont de l'endométriose. Donc on va d'abord convenablement les écouter. Hein, donc je pense que l'anamnèse fait partie vraiment du diagnostic. Donc il faut prendre le temps d'écouter les patientes parce qu'elles vont décrire leur douleur très clairement. La deuxième chose est de réaliser un examen gynécologique en précisant à la patiente que justement si elle a de l'endométriose, cet examen peut être douloureux, mais donc c'est un toucher vaginal avec mise en place du doigt au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur parce que les lésions sont souvent localisées derrière le col de l'utérus et cet examen évidemment peut être douloureux. Alors lors de la consultation, nous allons systématiquement faire une échographie endovaginale si les conditions le permettent, sinon l'échographie transabdominale serait réalisée à la recherche de lésions qui seraient localisées soit au niveau des ovaires, soit au niveau du rectum, soit au niveau des ligaments sacro-utérins. Cependant, il faut quand même savoir que la détection des lésions d'endométriose à l'échographie n'est pas chose aisée. Il faut avoir un écolage qui permettra de les diagnostiquer rapidement. Par contre, la présence de kystes au niveau des ovaires, c'est quelque chose que chaque gynécologue devrait pouvoir mettre en évidence. Alors, le dernier examen que l'on va proposer, avant d'aller plus dans l'exploration plus lourde, nous allons proposer une résonance magnétique qui nous donnera vraiment une cartographie de la cavité pelvienne avec description des répercussions des lésions d'endométriose sur d'autres organes comme la vessie, le rectum ou l'urtère dont on parlait tout à l'heure. Professeur Nisol, malgré la mobilisation des professionnels de santé, des sociétés savantes, des autorités de santé, des associations de patients, ce retard au diagnostic est encore trop souvent observé. Comment pourrait-on améliorer cette situation ? Je crois que des initiatives comme celles que nous prenons aujourd'hui, donc parler de l'endométriose, divulguer via les réseaux sociaux, via les associations de patientes, je pense que c'est vraiment la voie à suivre pour divulguer l'information et que les patientes puissent connaître cette pathologie et bien sûr les professionnels de la santé également. Donc je n'ai pas de solution miracle à vous proposer pour répandre l'information, mais je pense qu'aujourd'hui c'est déjà un pas fort important. L'endométriose est parfois difficile à expliquer aux patientes, notamment par rapport aux symptômes parfois très différents d'une patiente à l'autre. Selon vous, par exemple, comment doit-on annoncer à une femme ou bien à une jeune fille qu'elle est atteinte d'endométriose ? Je pense que le message le plus important est de dire aux patientes que l'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Donc ça veut dire qu'une patiente chez qui on va diagnostiquer aujourd'hui de l'endométriose à 18-19 ans ne doit pas considérer qu'à 25-26 ans, elle n'aura pas d'enfant. Donc ça, je pense que c'est un message important. Le deuxième message est de dire si on diagnostique l'endométriose précocement, on aura des chances que celle-ci n'évolue pas et n'atteigne pas des stades très sévères qui sont associés à des douleurs fort importantes. Et troisième message, c'est de dire finalement, ce n'est pas parce que les patientes ont très mal que les lésions sont fort avancées.
Donc on a une discordance entre la symptomatologie et vraiment le stade de l'endométriose. On peut avoir des patientes avec des stades très très légers, c'est souvent ce qu'on observe chez les jeunes adolescents, donc des petites lésions péritonéales simplement, qui sont vraiment très affectées par la douleur. Par contre, des patientes qui ont des gros kystes d'endométriose, donc des kystes qui sont au niveau des ovaires, peuvent elles avoir très très peu de douleur. Donc il n'y a pas de relation entre la symptomatologie, la sévérité de la douleur et la sévérité de la lésion. Professeur Nisol, on sait que pour une prise en charge adaptée, il est important de faire un dépistage précoce de la maladie. Y a-t-il des précautions particulières à prendre chez la jeune fille, en particulier pour éviter toute approche anxiogène? Mais donc on vient un petit peu d'en discuter. Donc je pense qu'un diagnostic d'endométriose chez une jeune fille n'est pas synonyme de problème éternel à vie, parce qu'on va évidemment, bien sûr, assurer le traitement et la prise en charge correcte. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas... Moi, souvent, ce que je leur propose, c'est de ne pas aller voir sur Internet toute la définition et tous les différents stades d'endométriose, parce que sinon, elles vont se reconnaître dans toutes ces descriptions. Donc, je pense qu'il faut... C'est à nous, professionnels de la santé, de vraiment leur expliquer quel est le stade de l'endométriose, quelle est l'évolution et quelle est la prise en charge pendant des années, finalement.